Good day, ladies and gentlemen. You're welcome to this midday bilingual newscast over 4U television with me, Jix Nabisi, and with you, Ngale Bukia. Good day. Bon après-midi, Jix Nabissé. Bon après-midi à vous également, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance à 4U Télévision pour vous informer. Démarrons cette première partie en parlant du président français Emmanuel Macron qui a achevé sa tournée africaine le jeudi 28 juillet du côté de la Guinée-Bissau où il a été reçu par son homologue Umaro Sissoko Embalo. Comme lors de ses précédentes visites au Cameroun et au Bénin, une conférence de presse conjointe a été organisée, occasion pour les deux chefs d'État de fixer le cap d'une nouvelle relation bilatérale en gestation. L'essentiel de cette conférence de presse est à retrouver dans ce reportage. Je suis très ému. C'est la première fois que le président français visite la Guinée-Bissau. C'est une histoire pour nous. Je remercie le peuple français et la délégation qui t'accompagne. Une étape historique entre les relations France-Guinée-Bissau. Vous l'avez compris, Emmanuel Macron est le premier président français à se rendre en Guinée-Bissau. Au cours de la conférence de presse, ce dernier a tenu à féliciter le président Embalo pour son élection à la présidence de la CEDEAO dans un contexte marqué par un défi sécuritaire pour toute l'Afrique de l'Ouest avec une montée en puissance du terrorisme, de coups d'État et d'instabilité politique. Et je voudrais ici féliciter le président pour son élection à la présidence de la CEDEAO. Vous avez maintenant pris la présidence de cette organisation régionale dans un contexte inédit que vous venez de rappeler. Celui d'un défi sécuritaire pour toute l'Afrique de l'Ouest. Avec une extension du terrorisme, avec un défi pour la stabilité politique et la multiplication de coups d'État dans plusieurs pays, et donc un agenda clé. Et nous avons ce matin parlé évidemment de la relation bilatérale, mais également de la situation au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry. Nous avons longuement évoqué le risque de déstabilisation que la situation au Sahel fait peser sur l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai réitéré au président la détermination de la France, d'abord à rester engagée au Sahel et dans toute la région, mais aussi à changer sa doctrine et les modalités. Le président français a poursuivi son discours en signalant la volonté de son pays à participer à un prochain sommet de la CEDEAO. Le président m'a fait part de sa volonté d'organiser dans les semaines, les prochaines, en fonction de discussions avec ses partenaires, un sommet de la CEDEAO auquel il souhaitait convier la France pour justement bâtir cet agenda commun face aux groupes terroristes. Et je veux ici lui dire ma disponibilité et notre volonté de coopérer dans cette direction. Un projet de création d'une école française a également été évoqué par le président Macron. Le président Embalo, à son tour, a donné son avis sur la transition actuellement en cours au Mali. Bientôt, la ministre d'État des Affaires étrangères de Guinée-Bissau va partir au Mali pour rencontrer la junte. Et après moi-même, je serai là-bas pour discuter avec nos frères maliens. Que je pense qu'on va arriver à un accord parce que c'est très important qu'on finisse avec la transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Autant de sujets qui ont été au cœur des débats ce 28 juillet 2022 entre le président français Emmanuel Macron et le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Arrivé au Cameroun le 25 juillet 2022, le président Macron vient en défenseur une course contre la montre sur le continent africain après ses passages au Bénin et en Guinée-Bissau. Toutes ces visites ont un objectif commun, celui de redéfinir les relations bilatérales entre la France et ces pays du continent africain dans un contexte où la France est en perte de vitesse à cause de l'expansion rapide d'autres partenaires stratégiques. Nguéné pour le reportage. Yaoundé, Cotonou et Bissau, la course contre la montre du président français Emmanuel Macron est à l'image de la résurgence du renforcement de la coopération France-Afrique. Pendant 4 nuits et 4 jours, tel un soldat égaré sur le champ de bataille, Macron a rencontré tour à tour Paul Biya, Patrice Talon et Umaro Sissoko Embalo, des boussoles censées revitaliser une coopération en perte de vitesse et plus que jamais menacée par l'expansion ultra rapide de la Russie et de la Chine. Il fallait donc le faire, d'abord à Yaoundé, face à la force de l'expérience, celui envers qui
les médias occidentaux n'ont pas été tendres, mais qui s'est montré bien plus accueillant. Que nous sommes particulièrement heureux d'accueillir au Cameroun le président Emmanuel Macron et toute la délégation qui l'accompagne. Les questions liées à la coopération militaire réglées, tout comme celles liées à la gouvernance, voient l'aspect économique. Et voilà, Emmanuel Macron en route pour le Bénin. Face à la multiplication d'attaques djihadistes dans le nord, Macron a promis à son homologue Talon une aide militaire, une aubaine pour la France en quête d'un redéploiement militaire au Sahel. Et sur le plan sécuritaire, conformément à la réorganisation que nous avons adoptée à l'échelle de l'ensemble de la région, nous serons au rendez-vous pour répondre à vos demandes en termes de formation et d'équipement. Là-dessus, nous avons commencé ces derniers mois à répondre à ces demandes par de la coopération en matière de renseignement, par des interventions très concrètes que nous avons pu déployer. Je vais ici le redire, et nous avons accéléré cette coopération encore ces dernières semaines. Un séjour en Afrique ponctué par une arrivée à Bissau, où Macron, premier président français en visite officielle dans ce pays lusophone, n'a pas caché ses ambitions face au président en exercice de la CEDEAO. Vous avez maintenant pris la présidence de cette organisation régionale dans un contexte inédit que vous venez de rappeler, celui d'un défi sécuritaire pour toute l'Afrique de l'Ouest, avec une extension du terrorisme, avec un défi pour la stabilité politique et la multiplication de coups d'État dans plusieurs pays. Un agenda clé avec un niveau d'exigence auquel seule la France peut apporter des solutions probantes, à en croire Emmanuel Macron. L'expédition a donc décidément été fructueuse, mais comme disent les militaires, c'est le terrain qui dicte la manœuvre. Parlons à présent de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui a lui aussi achevé sa tournée africaine en Éthiopie le mercredi 27 juillet 2022. Lors de ses passages en Égypte, au Congo, Brazzaville et en Ouganda, le chef de la diplomatie russe a invité les pays africains à se départir du joug américain et négocier des partenariats économiques et militaires. En tout cas, c'est ce que nous dit Kouetchou. Écoutons. Le ministre russe des Affaires étrangères, en parallèle du président français Emmanuel Macron, achève lui également sa tournée africaine. L'Éthiopie est la dernière étape de son périple en terre africaine qui a débuté le 24 juillet 2022 en Égypte au Caire, où il avait rencontré Ahmed Abdoul Gueit, le secrétaire général de la Ligue arabe, une organisation composée de 22 pays avec qui le chef de la diplomatie russe a pu discuter des questions liées à la crise russo-ukrainienne qui fait planer le spectre de la faim dans plusieurs pays arabes. Une visite qui intervenait un peu plus d'une semaine après la première tournée du président américain Joe Biden au Moyen-Orient. Une coïncidence? Assurément pas. L'Afrique est actuellement le théâtre d'une guerre de positionnement des grandes puissances mondiales. À Addis Abeba en Éthiopie, le mardi 27 juillet, Sergueï Lavrov s'est entretenu avec son homologue éthiopien, Demeke Mekonnen, également vice-président, et s'adressant aux pays en développement, et particulièrement africains, il a estimé qu'il fallait s'affranchir du joug américain. C'est à nous de décider si nous voulons un monde ou un Occident totalement inféodé aux États-Unis, estime qu'il a le droit de décider quand et comment promouvoir ses propres intérêts sans respecter le droit international. Fin de citation. Renforcer les relations bilatérales, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la coopération économique et technique, était également l'un des intérêts majeurs pour Sergueï Lavrov lors de ses deux escales au Congo-Brazzaville et en Ouganda, les 25 et 26 juillet 2022, où il a également été question de rassurer de la non-implication russe dans le blocus des céréales ukrainiennes qui cause l'insécurité alimentaire actuellement dans le monde. Vous organisez une famine artificielle et vous venez ensuite réconforter les gens. D'une main, vous signez l'initiative d'Istanbul, de l'autre, vous attaquez le port d'Odessa, avait-il alors déclaré. Rappelons qu'après discussion encadrée par l'ONU, des représentants russes et ukrainiens ont signé le 22 juillet à Istanbul des accords qui devraient permettre de sortir le blé ukrainien bloqué depuis 6 mois dans les ports de la mer Noire en raison de la guerre.
Au moment où l'Afrique prend son destin en main, plusieurs visites sont effectuées pour négocier les accords entre les puissances occidentales et les leaders africains après Emmanuel Macron et Sergei Lavrov. C'est au tour du secrétaire américain Anthony Blinken. Ce dernier est annoncé pour le mois d'août. En tout cas, c'est ce que nous dit Koumabité. Regardons. Un an et demi après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, et alors que ce dernier a considérablement resserré les liens entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, pour la première fois, l'émissaire américain foulera ses pieds à Kinshasa. Une visite qui intervient au moment où Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a également mené une opération de séduction sur le continent africain. Sans oublier la tournée de 4 jours d'Emmanuel Macron. Au moment où l'Afrique décide de prendre son destin en main, c'est plutôt une multitude de visites qui se succèdent, les convoitises qui se multiplient et les accords de partenariat qui se renégocient. Une preuve marquante que l'Afrique sort progressivement du joug de la colonisation. Il faut dire aujourd'hui que la bataille de positionnement devient de plus en plus rude entre ces pays occidentaux. Pour cette visite au Rwanda, plusieurs raisons sont évoquées, notamment la répression de la liberté d'expression et de l'opposition au Rwanda, le harcèlement et les attaques contre les dissidents rwandais réfugiés à l'étranger. Une violation des droits de l'homme que Washington condamne. Serait-il nécessaire de parler des droits de l'homme en Afrique lorsqu'on sait que l'Occident elle-même fait face à de nombreux tares sociaux? Comment chercher à résoudre les problèmes en Afrique alors que ces mêmes problèmes sont exposés dans leur pays? En tout cas, l'Afrique est debout et ne compte pas lâcher prise d'ici tôt. Parlons à présent de bataille de positionnement. La France, les États-Unis et la Russie, une trilogie qui semble la plaque tournante du monde. Ces derniers temps, au regard de la crise russo-ukrainienne qui affecte le monde et l'Occident en particulier, l'Afrique étant la réserve de richesses, chacune de ces puissances veut se tailler la part du lion. Bégoudé Madone pour des précisions. France, Russie et États-Unis se sont mutuellement lancés dans une guerre d'influence. Celle-ci a pour but de relancer les rapports politiques et économiques avec l'Afrique, mais surtout, pour certains, de mettre le grappin sur les zones qui s'échappent. Dans ce sillage, Washington a invité le 20 juillet 2022 à un sommet États-Unis-Afrique plusieurs dizaines de pays africains. Le président américain Joe Biden a brandi que des échanges sur la sécurité alimentaire et les changements climatiques urgeaient. L'objectif, convaincre que les États-Unis ont un engagement durable envers l'Afrique et il est impératif de le garnir de coopération accrue sur des priorités communes. Dans la foulée, Washington n'a pas hésité à se taguer de meilleur en tant que partenaire, tout en promettant des investissements à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Lors du sommet du G7 de juin 2022, Washington avait déjà scandé son soutien au continent africain. Celui-ci passait par un appui à la Banque africaine de développement, un appui à hauteur de 760 millions de dollars, tout discours qui participait également à refroidir les tensions créées par la politique Trump en Afrique. La France subit la désescalade sur le territoire africain, parce qu'avalée par la Chine, l'Inde, la Russie. Les offres et partenariats ont régressé de 30% en une dizaine d'années. Emmanuel Macron à son second mandat tente de rattraper le tir, mais surtout de disgracier la Russie, très présente aujourd'hui en Afrique, situation dérangeante, quand l'Europe préférerait qu'elle soit l'ennemi mondial numéro 1. Une tournée africaine avec 3 pays stratégiques, dont le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau. Au même moment, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, se rend en Égypte, en Ouganda, en Éthiopie, au Congo-Brazzaville. Ce n'est ni un hasard, ni une coïncidence. Entre la France et la Russie, la guerre est ouverte, en ce que chaque communication vise à se tenir en messie et peindre l'autre en ange du diable. La Russie a décidé que l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste, a déclaré le président français en visite au Bénin, tout en soulignant que la Russie faisait au même moment une tournée et accusait l'Europe du déficit alimentaire que subit le monde. De l'autre côté, la Russie maintient qu'elle ne croit pas à une crise alimentaire mondiale, quand bien même celle-ci existerait, elle n'est pas au cœur de la crise. Au moment où l'Afrique tente de réécrire sa propre histoire, que la Russie
est tensée d'ennemis mondiaux du fait de l'offensive en Ukraine. Les États-Unis et la France, en position de faiblesse, ne lâchent pas prise et ne reculent devant aucune proposition de partenariat dit gagnant-gagnant. Subitement, chaque puissance met en avant une volonté de renouer avec l'Afrique et cette fois avec respect mutuel et parité de gains. L'Afrique semble, plus que jamais, détenir les cartes aux plus offrants d'en tirer profit. C'est sur ce reportage de Bégoudé, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette première partie en langue française. La suite, c'est avec Jix Nabissé pour la version anglaise. Thank you, Ngale Ebokeya. Good day once more, ladies and gentlemen. You're welcome to this second segment of this midday bilingual newscast. We kick off with the Democratic Republic of Congo, where 19 people, including 3 UN peacekeepers, have died in a UN base that has been patrol-bombed in Beni, east of the country, amidst worsening protests there in the Democratic Republic of Congo. Demonstrators have been accusing the United Nations of not protecting the civilians, as you tell us, Moni Manu. After the bombing of the UN base in Beni, 2 other peacekeeping bases were targeted on Thursday. Casualty figures were not immediately clear, but reports say at least 19 people, including 3 UN peacekeepers, 1 from Morocco and 2 international policemen from India serving with the UN peacekeeping force, were slain, and a policeman from Egypt were injured at the UN base in Butembo in North Kivu province. Hundreds of assailants have again attacked our bases in Goma as well as other parts of North Kivu province, fueled by hostile remarks and threats made by individuals and groups against the UN, particularly on social media. Mobs are throwing stones and petrol bombs, breaking into bases, looting and vandalizing, and setting facilities on fire. The situation is very volatile, and reinforcements are being mobilized. Our quick reaction forces are on high alert and have been advised to exercise maximum restraint, using tear gas to disperse protesters and only firing warning shots when UN personnel or property are under attack. Demonstrators have been accusing the UN of not protecting civilians against armed groups operating in the east. The UN said Tuesday that violent attackers snatched weapons from the Congolese police and fired on UN personnel. According to UN spokesman, the protesters have been joined by Mai Mai militia groups formed ostensibly to protect villagers. As far as I'm aware, all peacekeepers have been instructed to exercise the utmost restraint. As I believe we reported yesterday, when there were similar incidents at our bases, they were able to use tear gas and to fire into the air. But obviously, the situation on the ground has changed as some of these compounds have been breached. I don't know whether that materially changed the response. More than 100 different armed groups operate in the east, including the Allied Democratic Front that is affiliated to the Islamic State group. A recent wave of attacks has killed hundreds and displaced tens of thousands. UN Secretary General Antonio Guterres has condemned the violence targeting multiple UN bases across North Kivu since Monday. We now take you to Kenya, where barely 2 weeks to the August 9 presidential polls, aspirants have begun cementing their projects ahead of preparations for the elections. The details are in the following report. Less than 2 weeks to go for the August 9 presidential polls, aspirants in the race have intensified their efforts to woo the population. The polls come 5 years after the country held its general elections in 2017, where incumbent President Uhuru Kenyatta triumphed over his longtime rival Raila Odinga. Over time, President Kenyatta endorsed Raila over his deputy President William Ruto, who apparently had to be endorsed in his place. The move sparked a lot of controversies in the economic hit country. Given the tight nature of the race, Vince Nowino, a journalist with Nation Media Group Nairobi, tells us that the outcome might be tough and whoever loses might not be able to accept defeat, like has been the case in the West African nation. There's a lot of preparedness from the government, the Independent Electoral and Boundaries Commission, that is the electoral body, and the candidates are also well prepared, I can say. But what I can tell you is that it's going to be a very tight race, and whoever
will lose, will find it difficult to accept the results. As I know, it's always been the case in Kenya in the last 10 or 15 or 20 years. He added that the front runners, Deputy Ruto and Raila, have different visions from the Kenyan people. While Ruto says he will revamp the Kenyan economy, prioritizing education, health and business, Odinga, along with his running mate Korea, intend to curb corruption in the country. I think he has a plan to bring about economic change to the minorities. And for Raila Odinga, he's capitalizing on the need to end corruption. As you know, corruption is one of the biggest challenges in the country, and a lot of money, a lot of government funds meant for development. Africans over the years have seen candidates in presidential races give promises without fulfillment, and Kenya is at the verge of an economic downturn. Will Kenya's case be different? That is a question Africans, most especially Kenyans in the beautiful country, are asking. We now take you to Senegal, where 48 hours to the legislative election slated for Sunday, July 31st, the Senegalese are following a campaign marked by an unprecedented situation. There are 8 coalitions vying for the 165 seats, as she tells us so. Friday, July 29, 2022, the last day of campaigning before the legislative election on Sunday, July 31. Preparations are well on the way. A total of 8 lists are in competition for 165 seats at stake. The majority hopes to maintain an obvious majority in the assembly, while the main opposition forces aim to impose cohabitation on President Macky Sall. But the main issue here is that of participation, because only 7 million Senegalese out of the nearly 18 million in the country are called to the polls for a ballot with test value before the presidential election of February 2024. In the event of victory, the opposition could impose cohabitation on President Macky Sall and curb the intentions it attributes to him of serving a 3rd term. President Sall, elected in 2012 for 7 years and re-elected in 2019 for 5 years, remained uncertain about his intentions in 2024. It should be noted that the single-round legislative election aims to renew for 5 years the 165 seats at the unicameral parliament, largely controlled by the presidential camp. In 2017, the participation rate in the legislative election was 54%. On to West Africa, with Nigeria, 13 persons have been killed and 3 seriously wounded in a bomb blast in the northeast part of the country. The victims were scrap metal collectors from a displaced persons camp there in Bama. Mwanze Njoyogo tells us more. 13 scrap metal collectors in northeast Nigeria's Borno state have been killed by a bomb they excavated, security forces communicated on Tuesday. 16 metal scavengers from a displaced persons camp in Bama found the bomb while digging for scrap on Monday in the bush in the outskirts of the town. Bama is located in a region that has seen prolonged conflict between the Nigerian government and jihadist insurgents. The bomb went off as they were pushing it in a cart towards the town, killing 13 people and leaving 3 seriously wounded. Nigeria's military is battling to end a 13-year jihadist insurgency in the country's northeast regions that has killed more than 40,000 people and displaced 2.2 million more. Boko Haram seized Bama in 2014 and declared it a Khilafah. In March 2015, Nigerian troops aided by Chadian soldiers recovered back most of the territory after months-long intensive ground and area operations. Residents who had fled the town returned 3 years later, with many of them living in displaced camps, as the town was substantially destroyed during the fighting to retake it. Most of the displaced who live in these camps rely on food handouts from aid agencies, forcing many to turn to felling trees in the arid regions for firewood and scavenging for metal scraps which they sell to buy food. We now talk Russo-African ties, where Russian Foreign Minister Sergei Lavrov wrapped up his 4-nation African tour in Ethiopia, where he condemned the reliance on the US dollar. The details are in the following reports. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov have been on a high-profile trip to Africa
in the throes of Russia's war in Ukraine in a bid to normalize international order. Lavrov was in Addis Ababa on Wednesday, July 27, to wrap up a full-nation African tour aimed at drumming up support for Moscow at a time of confrontation with Western powers over the Russian invasion of Ukraine. The Russian minister's trip to Egypt, the Republic of Congo, Uganda and Ethiopia, the headquarters of the 54-nation African Union, depicts that Russia is not isolated internationally despite expansive Western sanctions. As observed, Lavrov's tour comes at a time when French President Emmanuel Macron is on a tour to Africa to reboot France's colonial agreements. During the meeting in Ethiopia, the minister reiterated Moscow's support towards Addis Ababa's efforts to stabilize its internal political situation in remarks that sought to draw a contrast with what he presented as meddling with the West. However, he said we are living in an important historic period and the strongest will triumph. Living through a very important historical period. A period where we will all be deciding what kind of universe we are going to have and to live for our children and grandchildren. The universe which is based on the United Nations Charter, which says that the United Nations is founded on the principle of sovereign equality of states, or we will have the world where the right of force, the right of the strongest. This explains why 25 out of Africa's 54 states, mindful of economic interests and historic ties with both Russia and the West, declined to take sides over Ukraine. Ladies and gentlemen, that report on Russia-Africa relations put a stop to this second segment of this midday bilingual newscast over 4U television. For the English presentation, I have been Jix Nabise. Over to you, Ngale Bokeya. Eh bien, vous l'avez constaté, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur 4U télévision. Restez en compagnie de nos programmes.